Rue de la République accueille le nouveau maire des 15e et 16e arrondissements ce dimanche. Bonjour Jean-Marc Coppola. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Maritima dans la Marseillaise également, en compagnie de Léo Purguette, le président, élu régulièrement évidemment, c'est un plébiscite pour cet homme politique présidentiable. Désormais, allez, on est très sérieux avec Jean-Marc Coppola, même si on a le sourire après cette séquence métropolitaine de cette semaine. Et puis votre élection dans les 15e et 16e arrondissements, on va y revenir très largement dans cette émission. Je voudrais quand même qu'on prenne un peu de chant, si vous voulez bien, Jean-Marc Coppola, pour commencer. Pour cette deuxième victoire du printemps marseillais, on a envie de vous entendre sur ce sujet-là. Vous aviez été élu sur la promesse de réduire la fracture de la ville. Est-ce que vous estimez l'avoir fait? Et qu'est-ce qui reste à faire encore pour nos auditeurs et nos lecteurs? Je considère qu'en 6 ans, nous avons beaucoup réparé Marseille. On ne s'imaginait pas d'ailleurs en 2020 l'ampleur des chantiers et des défis. Mais avec une équipe, ça je l'ai vu dès le début, qui était très très volontariste, très engagée. Il y avait quand même 98% d'élus nouvelles et nouveaux. Et donc tout le monde s'est mis à la tâche dans un travail collectif, intelligent, et on a beaucoup réparé. Réparer complètement et donc lutter contre les inégalités aussi. Mais vous savez très bien qu'on est la 3e ville, j'allais dire, au niveau de l'impôt sur la fortune. Et en même temps, c'est une ville qui accueille beaucoup de déshérités, de pauvreté. Donc voilà, on a fait une partie du chemin. Et aujourd'hui, non seulement on veut continuer, mais amplifier justement ce qui s'est fait. On a beaucoup entendu les équipes du printemps marseillais dire on vient d'arriver, il a d'abord fallu qu'on fasse l'inventaire, ça prend du temps, tout ça. C'est une excuse que vous n'aurez plus. Peut-être que ce n'était pas une excuse, selon ce que vous allez nous dire. Mais ça, vous n'aurez plus droit à ça bientôt. Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a eu un peu de temps au départ parce que l'état des lieux, on n'avait même pas l'inventaire des équipements municipaux. Donc vous imaginez un petit peu, crise Covid aussi au milieu. Non, je crois qu'on s'est mis très très rapidement quand même à la tâche. Et quand on voit le résultat, même si par exemple j'étais de ceux qui disent on ne regagne pas sur un bilan, mais encore faut-il qu'il soit positif, et c'est le cas. Le bilan a été positif, il y a eu une reconnaissance, et aujourd'hui le résultat montre qu'il est amplifié par rapport au résultat de 2020, donc c'est un encouragement à continuer. Alors justement, quelle interprétation avez-vous du message des urnes? Est-ce que c'est un vote d'adhésion ou est-ce que c'est avant tout un vote de rejet de la perspective RN pour Marseille? Il y a les deux. Il y a à la fois l'adhésion justement au travail qui a été fait et puis la concrétisation, parce que j'allais dire il y a beaucoup de projets qui vont sortir de terre dans les années qui viennent. Et puis il y a quand même un rejet des divisions, il y a un rejet des discriminations, des racismes, même si effectivement le score du RN est très préoccupant. Je ne me réfugie pas derrière le fait que c'était un phénomène national, voire même européen et mondial, mais en même temps, on sait que ces idées sont assez têtues, et donc il faut d'abord regarder de très près ce que ça signifie. Il y a bien sûr, j'allais dire, des gens qui expriment certains racismes, mais aussi qui expriment le déclassement et tout cela. Et donc on le voit très bien dans la carte avec 2 secteurs au RN. Il y a bien sûr l'effondrement de la droite. Il y a en même temps le fait que la droite, justement, n'a pas respecté le front républicain. Et donc, il y a aussi toutes ces attentes, pensant que le RN allait être, j'allais dire, le sauveur. On sait très bien que, de toute façon, on ne construit pas des politiques publiques sur des divisions, en attisant les haines et les discriminations, les racismes et la xénophobie. Est-ce qu'on est condamné à voir le Rassemblement national continuer de grimper comme ça dans cette ville? Et comment est-ce qu'on fait en sorte, justement, qu'il arrête de grimper? Non, il n'y a aucune fatalité justement à cela. Il faut répondre. Je crois qu'il faut redonner du sens à l'action publique. C'est ce qu'on a commencé à faire. Parce que je rappelle quand même que pendant 25 ans, c'était la négation totale de l'action publique. On vendait Marseille au privé, au pluriel d'ailleurs. Et aujourd'hui, l'action publique, les services publics, redonner du sens au rassemblement autour de valeurs. On parle des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, la solidarité. Et en même temps, c'est ce qui fait, j'allais dire, la diversité et la force de Marseille. On ne peut pas dire Marseille, c'est 2600 ans d'histoire, de patrimoine et de culture, et gommer d'un trait, j'allais dire, tout cela, parce que c'est quand même un atout. Encore faut-il que vraiment on reconnaisse plus les Marseillaises et Marseillais dans ce qu'ils sont, dans leur qualité, dans leurs idées. Marseille, je dis, regorge dans
tous les domaines de gens qui sont assez phénoménaux, géniaux, dans le sport, dans l'économie, dans la culture, etc. Et ils s'exportent souvent parce qu'ils ne sont pas reconnus ici même à Marseille. Je crois qu'il y a besoin de cette reconnaissance et puis que chacun puisse y trouver sa place. Il y a de la place pour près d'1 million d'habitantes et d'habitants. Encore faut-il que l'action publique permette justement ce rassemblement et cette mise en œuvre. Alors vous parlez culture, Jean-Marc Coppola, c'est une délégation que vous laissez pour les 15 et 16. Est-ce que vous pouvez nous dire ce dont vous êtes le plus fier et puis peut-être ce qui vous a manqué ? Franchement, je pense que c'est la plus belle des délégations. Je ne regrette pas justement de l'avoir choisi et qu'on me l'ait confié, à la fois Michel Rubirola puis Benoît Payan à la suite. Ça a été très, très éprouvant en même temps parce il a fallu vraiment mouiller la chemise. J'ai rencontré des gens qui sont fabuleux. J'ai pas de regrets parce que j'allais dire tout au long du mandat je disais aux actrices et aux acteurs culturels, vous savez, 17 ans à la région et ensuite à la mairie, je n'ai jamais eu la même responsabilité. Pourquoi ? Parce que je veux sortir de ma zone de confort, je veux être curieux, je veux travailler et donc essayer à chaque fois dans une activité nouvelle, après la jeunesse, après le tourisme, après les lycées, essayer de voir comme ce que j'ai pu apporter. Non, les plus belles satisfactions, c'est d'abord toutes ces actrices et ces acteurs culturels, et puis les projets qui sont sortis de terre quand même, en tout cas qui vont être bientôt inaugurés. Je pense à la médiathèque Loubon, qui va être inaugurée, la première antenne en France de la Cinémathèque française. Et puis d'autres choses, d'avoir redonné du sens à la lecture publique avec les bibliothèques, les musées, année record au niveau de la fréquentation en 2025. Enfin voilà, tout est vraiment. Je pense qu'on avait fait beaucoup. Puis l'été marseillais aussi, avec vraiment la culture pour toutes et tous. Et puis l'éducation artistique et culturelle. Et ça, j'y tiens parce qu'il va falloir continuer et amplifier cela, c'est-à-dire l'éveil des sens dès le plus jeune âge. Et comme justement sur le territoire où je suis élu maire maintenant, c'est un des atouts, c'est la jeunesse, c'est vraiment se préoccuper des enfants, déjà bébés, les crèches, dans les écoles, et puis les jeunes aussi, parce que c'est leur avenir d'abord, et puis c'est l'avenir aussi de Marseille. Jean-Marc Coppola, les gens qui nous écoutent, il y a encore beaucoup de personnes qui se sentent exclues de cette culture aujourd'hui, même si vous avez tenté de la populariser, de la vulgariser dans le bon sens du terme, on l'entend, avec l'accessibilité, avec quelquefois la gratuité. Pour certains, ça reste encore un luxe. Il va falloir continuer de travailler dans cette direction pour le mandat. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il y a des tas de choses à faire. Déjà, peut-être faire connaître déjà ce qui existe. Je vois par exemple dans le 15-16, au début du mandat en 2020, la critique, parfois y compris d'élus, c'est de dire on n'a pas d'association, on n'a pas de lieu culturel à faire dans le 15e et le 16e. Ce qui est faux. En fait, ils sont à côté, mais ils ne se connaissaient pas, pour différentes raisons, parce que les gens n'y allaient pas, mais peut-être aussi que les lieux culturels n'étaient pas assez ouverts, c'est-à-dire que je pense que c'est aux acteurs culturels d'aller vers les habitantes et les habitants. Je vois par exemple la Cité des Arts de la Rue, ces dernières années, on fait de gros efforts, et ils vont continuer ces efforts pour accueillir les familles, pour aller vers aussi, et on a comme ça, l'Alhambra, on a la Gare Franche, qui justement est rouverte depuis quelques mois, donc voilà, faire ces liens et puis montrer surtout que la culture, c'est pas simplement du divertissement, c'est pas de l'événementiel, c'est vraiment une action d'émancipation et puis cet éveil des sens dès le plus jeune âge. Vous savez, quand on arrive, par exemple, à faire découvrir la lecture dès le plus jeune âge, j'allais dire, c'est un des fondements de la construction de la personnalité et de la citoyenneté. Alors Jean-Marc Coppola, vous voilà dans de nouvelles responsabilités, maire de secteur des 15e et 16e arrondissements. C'est un symbole aussi pour toute votre famille politique qui était attachée à ce territoire et qui l'a longtemps administré. Vous avez adressé à cette occasion une pensée à vos camarades qui ont précédé. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ceux qui ne sont plus là ? J'ai envie de leur dire que j'essaye d'être à la hauteur des valeurs qu'ils ont portées et puis des actions surtout. Moi, je suis avant tout un homme d'action, des actions qu'ils ont portées parce que
je voyais les visages quand je décrivais par exemple les responsabilités qu'avait François Billoux, qui a été député, vous imaginez, jusqu'en 1978. Et donc, ils retiennent souvent le parc donc dénommé François Billoux, mais ils ignoraient complètement qu'il a été ministre de la Santé, ministre de l'Économie nationale, ministre de la Reconstruction. Donc, vous imaginez, dans ces années après la guerre, 45 à 47, de 44 même à 47, donc ils découvraient ce que c'était. Et je crois que autant lui, Pascal Posado qui a été le premier maire de secteur dans le 15e et 16e, qui lui avait organisé des manifestations avec les familles dans les rues pour obtenir justement le tout à l'égout et des choses comme ça, c'est, je crois, un beau symbole de la pratique politique qui est vraiment la mienne, c'est-à-dire on a des responsabilités, mais comment on restitue ce pouvoir pour mobiliser justement les habitantes et les habitants. Et donc Guy Hermier, bien entendu, député, qui a été reconnu de tous, de toutes les familles politiques d'ailleurs aussi. 15e et 16e arrondissement, ce sont des arrondissements qui sont quelquefois avec une population qui est assez peu favorisée, évidemment, qui se plaint notamment de ne pas pouvoir bien se déplacer. Il y a donc un gros travail à faire sur les transports. Vous avez espoir que la métropole, nouvelle version, puisse répondre aux attentes des habitants légitimes, de pouvoir ne serait-ce qu'aller chez le médecin ou des choses aussi simples que ça? On va tout faire pour. D'abord parce que, j'allais dire, des actions ont été engagées. Le tramway qui va maintenant jusqu'à Capitaine Gèze et qu'il faut prolonger maintenant vers le lycée Saint-Exupéry, le lycée Nord et la Bricarde. Et donc, pourquoi pas d'ailleurs d'autres moyens de transport collectif. Je ne sais pas, on verra. Le métro, on sait que c'est, j'allais dire, un projet de longue haleine qui est coûteux aussi. Il faut rien exclure. L'essentiel, c'est qu'effectivement, les transports collectifs se développent. Vous savez, j'avais obtenu de Jean-Claude Gaudin, ce qui est assez singulier et unique, en 2016, qu'il fasse un conseil municipal extraordinaire sur l'emploi, quand nous avons auditionné une cinquantaine d'acteurs économiques et sociaux, à la question individuellement, pour vous, quel est le premier obstacle à l'emploi? Tous ont répondu les transports. Et donc on voit aujourd'hui que, surtout dans ces quartiers-là, où la moitié des familles n'a pas le permis ou n'a pas de voiture, c'est essentiel justement la question de la mobilité des transports. Vous avez fait consensus pour devenir maire de secteur, même au-delà du printemps marseillais, semble-t-il, dans un contexte où pourtant il y a eu une très grosse bagarre à gauche. Est-ce que ça vous a surpris ? Oui, bien sûr, ça m'a surpris parce que c'était pas dans les règles. Je m'attendais à une majorité de 25 sur 33, 26. Ça veut dire que je rassemble au-delà. Et ça veut dire aussi qu'on peut avoir des différences, des divergences, mais je pense toujours qu'il faut respecter. Voilà. Autant on peut exiger d'être respecté, mais pour cela, il faut aussi respecter les autres. Et voilà. Et après, c'est le débat politique, c'est les arguments, c'est la confrontation. Et c'est ce qui manque peut-être un peu dans notre pays, cette confrontation projet contre projet, de façon à ce que les gens puissent, j'allais dire, choisir, décider aussi en toute connaissance de cause. Monsieur le maire, vous êtes dans un secteur dans lequel il y a de nombreuses questions qui se posent sur le narcotrafic. On sait que Nadia Boulinseur réclamait, elle, de la prévention, réclamait le retour des services publics. Vous allez vous inscrire dans cette lignée, j'imagine, pour répondre à cette question qui touche les familles et qui souvent pénalise énormément les habitants. Oui, aujourd'hui j'ai cette fonction de maire, mais ça fait 30 ans que je parcours ce territoire, que j'étais de nombreuses batailles à sauver des entreprises qui fermaient, à sauver des services publics, une poste qui fermait, une agence un bureau de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on voit que les derniers services publics ce sont les écoles, etc., il faut redonner effectivement ces services de proximité, parce que si on cumule justement concentration des services publics ailleurs et puis absence de transport collectif digne du 21e siècle, effectivement, c'est la double peine. Et donc, on va s'attacher à cela. Et donc, on a un alignement j'allais dire, non pas de planète, mais d'institutions et de collectivités. La mairie centrale, qui, par ses délégations, ses actions, ses politiques publiques, vont continuer. On va amplifier la rénovation des écoles, on va amplifier la rénovation au niveau de l'habitat urbain, amplifier même la lutte contre les copropriétés dégradées, etc. Mais en même temps, on a la métropole, et donc avoir une métropole qui effectivement soit au service des communes, une métropole des communes. Je crois que c'est vraiment ce qu'on attendait depuis longtemps, parce que non seulement dans le mandat précédent, la métropole punissait Marseille, mais ne respectait pas
par exemple, un certain nombre de compétences obligatoires vis-à-vis justement de Marseille. Donc tout cela va rentrer, j'allais dire, dans la normalité. On ne demande pas plus, mais pas moins aussi pour Marseille. Et donc pour ces quartiers, et donc je suis assez optimiste. Et puis la région, j'espère bien qu'on aura un projet, un contrat entre ce qu'on a fait d'ailleurs avec Michel Vauzel, un contrat entre Marseille et puis la région, parce que la région aujourd'hui ne peut plus douter du résultat sans appel du printemps marseillais. Justement, comment réagissez-vous à la décision de Renaud Muselier de s'engager dans les sénatoriales et de fait de laisser son fauteuil de président de région ? C'est son choix et donc voilà, il veut aller vers d'autres aventures. Moi j'espère simplement que le futur président ou la future présidente, mais il semblerait que ce soit plutôt le futur président, s'intéresse à Marseille. Et peut-être le fait que ce soit quelqu'un d'un autre département, il aura plus, j'allais dire, d'attention. Marseille, c'est la capitale de la région. Et je sais que ça a toujours fait peur. J'étais 17 ans élu à la région, ça a toujours fait peur. Mais en même temps, où on a effectivement une capitale qui est dynamique et tire tout le monde vers le haut, tous les territoires vers le haut, la métropole, mais aussi l'ensemble des autres départements, ou alors, eh bien, on la marginalise, mais tout le monde est perdant dans cette affaire. Donc, je choisis la première option et je ne doute pas que le futur président de région, eh bien, soit très attentif à Marseille et particulièrement à nos quartiers. N'est-ce pas le signe que les prochaines régionales pourraient être particulièrement rudes pour la droite et le centre ? Et est-ce que la gauche régionale pourrait enfin sortir de son rôle de spectatrice qu'elle occupe depuis 2015 ? À chaque jour suffit sa peine. On a déjà du travail. L'année prochaine, il y a des échéances présidentielles, législatives. Viendront après départementales et régionales. Ce qui est anormal depuis 2016, c'est qu'une partie de la population de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne soit plus représentée dans cette collectivité, dans cette institution. Et ça, du point de vue de la démocratie, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Jean-Marc Coppola, je voudrais qu'on parle un peu de politique nationale, si vous voulez bien, parce que 7 ans, c'est un ancien septennat, parce que ça, a priori, c'est la date des prochaines élections municipales. On peut avoir connu entre-temps 3 présidents de la République. La politique nationale qui pèse énormément sur les collectivités locales et territoriales, notamment en les tapant au porte-monnaie, en allant justement le ponctionner. Autrement dit, le combat n'est peut-être pas terminé pour votre famille politique en la matière ? On l'a bien vu, 2020-2021, si on n'était pas allé chercher l'État sur la question des écoles, ce qu'aurait dû faire d'ailleurs le prédécesseur de Benoît Payan, on a besoin de l'État. Et c'était pas possible dans une république une et indivisible que Marseille, la deuxième ville de France, ne soit pas considérée. Et donc je trouve que c'est là aussi une reconnaissance vis-à-vis de Marseille. Donc on l'a fait pour les écoles, il faut qu'on le fasse dans d'autres domaines aussi. Et ça, effectivement, ça fait partie des enjeux. Et continuer ce dialogue, quel que soit, j'allais dire, celui ou celle qui sera élu l'année prochaine. Alors vous êtes un militant de la paix depuis des années et donc on le sait, le monde est déchiré de conflits. Désormais en tant que maire de secteur, est-ce que vous avez quelques idées de comment vous pourriez mettre votre pierre à l'édifice pour un monde meilleur, un monde de paix ? À ma petite échelle, c'est effectivement prendre des initiatives aussi qui valorisent, en tout cas qui permettent de cultiver la paix, l'éducation à la paix. Et puis, ce qui donne d'ailleurs, c'est pas simplement, j'allais dire, une volonté, comment trouver le qualificatif. Ce que je veux expliquer, c'est qu'à travers les guerres et les conflits, il y a des enjeux politiques et économiques qui sont phénoménaux. Les guerres, on le voit, les guerres dopent les profits. Voilà. Quand on a compris ça, quand on a compris que Trump, que Poutine, en tout cas, ils veulent cette domination de territoire, justement, et donc d'État pour aller piller justement les richesses, et quand on voit les ultra-riches avoir leur fortune décuplée, c'est indécent, c'est insolent quand on voit justement la famine, quand on voit la pauvreté, les inégalités à l'échelle de la planète. Donc il faut cesser ces conflits et ces guerres, et j'espère que le cessez-le-feu justement s'appliquera et en Iran et au Liban aussi, parce que c'est préoccupant, c'est encore très très fragile. Il faut vraiment que la paix regagne sur toute la planète, parce que c'est la destruction bien sûr de vies civiles, militaires, mais aussi d'infrastructures et plus largement de la planète. Aujourd'hui, tout le monde s'ébahit à juste titre qu'on puisse aller sur la Lune, qu'on puisse découvrir d'autres planètes, mais il faut sauvegarder. Et sauvegarder notre planète, ça commence aussi par la paix.
C'est aussi un enjeu de cohésion pour les habitants de Marseille, dont on sait que certains se reconnaissent dans tel ou tel peuple opprimé. Bien sûr, mais je crois que ce dialogue, c'est par le dialogue, et par surtout des issues politiques, qu'il faut arrêter de diviser les populations autour de tel enjeu ou de tel enjeu. Bien sûr que quand on voit certaines communautés se déchirer, mais sachons aussi voir que dans ces pays, que ce soit en Israël, en Iran ou au Liban, eh bien, il y a des tas de femmes et d'hommes qui aspirent justement à la paix, au dialogue, à sortir de l'obscurantisme, à sortir de tout ce qui ronge justement tout cela, et puis qu'on mette au rencard la haine. J'ai toujours en tête, pour avoir accompagné des lycéennes et des lycéens à Auschwitz et Birkenau, Ginette Kolenka, une revenante qui a 100 ans et qui leur disait, elle ne faisait pas des discours très longs, elle leur disait simplement aux lycéennes et aux lycéens, chassez de votre tête le mot haine. Je crois que c'est ce qu'il faut inculquer aux jeunes générations. Et ça sera la conclusion du maire communiste et Printemps Marseille des 15e et 16e arrondissements. Merci beaucoup Jean-Marc Coppola d'avoir été notre compagnie en ce dimanche d'avril. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci à Léo Purguette. Merci. À la semaine prochaine avec le maire d'Aubagne qui a été élu effectivement, Jean-Pierre Skilari, qui sera notre invité. Merci beaucoup. Bonne journée.